Importante saisie de matériel de guerre à Gao par les forces alliées et les jeunes patriotes de la ville. La franche collaboration de la population est sollicitée. FESPACO 2013, un film malien dans la course pour les talents. Les rois du Ségou étaient projetés hier soir. Nous irons en salle avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest étaient en réunion aujourd'hui dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro. Les discussions ont porté sur le fonctionnement de l'institution qui aujourd'hui plus que jamais est confrontée à la gestion de nombreuses crises menaçant la stabilité et la paix en Afrique de l'Ouest. Le Maroc participe à cette réunion en Côte d'Ivoire en tant que pays observateur. Les dirigeants ouest-africains ont aussi discuté du coût de l'opération de la MISMA au Mali, réévaluée à près des milliards d'euros par l'organisation. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a pris part aux travaux. Nous y reviendrons plus en détail avec nos envoyés spéciaux, qui sera Emmanuel Dambélé et Aruna Diara. Nous sommes mercredi, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Diango Sissoko. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombélé. Bonsoir. Bonsoir à cet Ibrahim. Pour le contenu du Conseil des ministres, à vous le micro. Merci, mesdames et messieurs. Bonsoir, et nous commencerons par le chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre des Finances et du Budget, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 09-029 PRM du 25 septembre 2009 portant création de la direction des grandes entreprises, un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 09-030 du 25 septembre 2009 portant création de la direction des moyennes entreprises, un projet de décret portant modification du décret numéro 09-537 PRM du 6 octobre 2009 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la direction des grandes entreprises, un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des grandes entreprises, un projet de décret portant modification du décret numéro 09-538 PRM du 6 octobre 2009 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la direction des moyennes entreprises, un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des moyennes entreprises. Dans le cadre de la gestion des dossiers fiscaux et du contentieux de l'impôt, la Direction générale des impôts, à l'instar de la plupart des administrations fiscales modernes, a adopté une nouvelle stratégie d'organisation des services. Cette stratégie est basée sur la segmentation des contribuables en groupes homogènes et sur la déconcentration du traitement des réclamations formulées par les contribuables. Pour sa mise en œuvre, il a été procédé à la création des centres des impôts, de la direction des moyennes entreprises et de la direction des grandes entreprises. Les seuils de compétences de ces différentes structures ont été fixés en fonction du montant du chiffre d'affaires annuel et réalisé par le contribuable. Un service spécifiquement dédié à la gestion des contentieux de l'impôt a été également mis en place au niveau de chaque direction régionale des impôts et de la direction des impôts du district de Bamako. À la mise en œuvre de ces réformes, il est apparu nécessaire de déconcentrer la gestion du contentieux de l'impôt au niveau de la direction des grandes entreprises et de la direction des moyennes entreprises. L'adoption des présents projets de texte vise à prendre en charge ce besoin de déconcentration en vue de permettre un traitement rapide des dossiers gérés par les deux directions et de sécuriser davantage les recettes budgétaires. Les projets de texte ainsi adoptés modifient les textes régissant la direction des grandes entreprises et la direction des moyennes entreprises, élargissent les missions de ces deux structures à l'activité de gestion du contentieux fiscal et les dotent de moyens humains nécessaires à leur fonctionnement.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Conseiller technique, M. Diadje Sogoba, planificateur. Inspecteur en chef de l'enseignement secondaire, M. Mamadou Keita, maître de conférence. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conseiller technique, M. Oumar Sankaré, maître de conférence chargé de mission, M. Casimir Sangala, juriste. Au titre du ministère de la Justice, conseiller technique, M. Lassana Djakité, magistrat. Inspecteur des services judiciaires, M. Oumarou Bokar, magistrat, et directeur des finances et du matériel, M. Mahamadou Diara, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'Équipement et des Transports, inspecteur en chef de l'inspection du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Mahamadou Diallo, ingénieur des constructions civiles. Inspecteur à l'inspection du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Ousmane Albou Kader Touré, ingénieur des constructions civiles. Directeur des ressources humaines du secteur des infrastructures, Madame Fatoumata Bamba, administrateur civil. Secrétaire général du Conseil malien des charges des transporteurs, M. Ali Diop, planificateur. Au titre du ministère de la Santé, secrétaire général, M. Adama Diawara, professeur, directeur des ressources humaines du secteur santé et développement, M. Idrissa Sissé, médecin. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, secrétaire général, M. Abel Diara, magistrat. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, conseiller technique, M. Amadou Koïta, magistrat. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au titre donc du ministère des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur, le Conseil des ministres a entendu une communication relative aux conclusions de la 20e ordinaire de la conférence de l'Union africaine et de la conférence des donateurs tenue du 27 au 29 janvier 2013 à Addis Abeba. La délégation malienne conduite par le professeur Djonkunda Traoré, président de la République par intérim, a participé du 27 au 29 janvier 2013 à la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et à la conférence des donateurs tenue à Addis Abeba. La conférence des chefs d'État a pris d'importantes décisions relatives notamment à la transformation de la Commission de l'Union africaine en autorité de l'Union africaine, la création d'une Cour constitutionnelle internationale, la représentation des collectivités locales dans les organes de l'Union africaine, la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle, néonatale et infantile en Afrique. Quant à la conférence des donateurs, elle a été une grande manifestation d'amitié et de solidarité en faveur du Mali. Au cours de cette conférence, 51 pays sont intervenus soit pour faire des annonces fermes de contributions financières de montant global de 455 millions 53 000 dollars US, soit pour faire des annonces de contributions en nature ou pour faire part de leur disponibilité à aider le Mali dans un cadre à définir de façon bilatérale. Au titre du ministre du Commerce et de l'Industrie, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au projet d'appui aux commerçants détaillants, troisième phase, Pacte 3. Dans le but d'assurer la modernisation du commerce de bétail dans notre pays, d'améliorer les revenus et les conditions de vie des commerçants détaillants et de contribuer à la réduction de la pauvreté, le gouvernement a initié le projet d'appui aux commerçants détaillants de son démarrage en juin 2005 à ce jour. Le projet a connu 2 phases qui ont bénéficié dans leur mise en œuvre de l'appui financier de l'État. La première phase, qui a couvert la période 2005-2008, a permis la création de 18 centres de gestion agréés, la formalisation des activités de commerçants détaillants et leur formation en comptabilité simplifiée, le financement des activités du commerçant détaillant pour un montant de 1,2 milliard 375 000 francs CFA. La deuxième phase, 2009-2011, avec une extension sur l'année
2012 s'est inscrite dans la dynamique de consolidation des acquis de la première phase et d'ouverture à d'autres commerçants détaillants installés dans les marchés. Elle a en outre permis la sensibilisation des commerçants sur toute l'étendue du territoire national sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène des aliments et des lieux de vente, la distribution de sacs de paniers biodégradables dans les marchés et dans les ménages et l'installation d'étals dans des marchés à l'intérieur du pays. Et l'évaluation de la deuxième phase du projet a cependant relevé quelques insuffisances et contraintes qui nécessitent pour la correction l'élaboration de nouvelles conventions de partenariat, de financement et l'harmonisation des conditions d'octroi des prêts par les banques. Elle nécessite également l'implication des centres de gestion agréés dans le suivi du remboursement des prêts et des directeurs des centres de gestion agréés dans la mise en œuvre des activités des 10 centres. Le document de la troisième phase du projet d'appui aux commerçants détaillants, objet de la présente communication, prend en compte ces recommandations. Aussi, la troisième phase qui couvrira la période 2013-2015 aura pour objectif d'assurer l'encadrement et la formalisation des activités de 25 000 commerçants détaillants, dont au moins 60% des femmes sur l'ensemble du pays. Les activités de cette phase, d'un coût de 4,895 milliards de francs CFA, vont contribuer à renforcer les acquis et à corriger les contraintes et insuffisances relevées durant les 2 premières phases du projet. Voilà ce qu'il fallait retenir donc du Conseil des ministres de ce jour. C'était Ibrahim. Merci Ibrahima Diombele. Vous restez avec moi. Nous poursuivons avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Younousi Touré, qui est à la tête d'une importante délégation de parlementaires maliens en France. Il a été reçu aujourd'hui par le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel. L'intervention de l'armée française au Mali, la mise en œuvre de la feuille de route de la transition et les prochaines élections étaient au centre des échanges. Notre correspondant sur place, Makanfin Konati. Prévue pour une demi-heure, la rencontre a duré 60 minutes chrono. La lutte contre le terrorisme, la vie des otages français, la feuille de route de la transition malienne ont dominé les débats. Younousi Touré a tenu à rendre hommage aux 2 soldats français morts au combat au Mali. Nous savons qu'il y a 2 éléments, 2 soldats français qui ont perdu la vie dans ce combat et nous nous inclinons devant leur mémoire. Nous venons de voter il y a environ 1 mois la feuille de route de transition politique. Nous avons donné le maximum d'explications, n'est-ce pas, à nos amis du Sénat pour leur montrer que le Parlement malien est engagé pour la mise en application de cette feuille de route parce qu'il est important que le Mali réussisse, n'est-ce pas, ces élections. Selon Jean-Pierre Bel, le consensus des élus français doit guider le peuple malien dans sa quête de stabilité. Le président du Sénat a réaffirmé le soutien constant des élus français au peuple malien dans cette période difficile et au-delà. Nous voulons être à leur côté pour l'avenir, c'est-à-dire pour la reconstruction qui est absolument nécessaire aujourd'hui dans ce pays, et puis aussi pour le développement économique qui doit suivre et qui est, lui, la condition, je crois, aussi de la stabilité. Pour dire aux Maliens, nous sommes à vos côtés. Bien sûr, nous l'avons prouvé après la décision du président de la République, mais nous serons encore à vos côtés lorsqu'il s'agira de reconstruire le Mali et de vous aider à mieux encore vous développer. Après le traditionnel échange, le président Younousi Touré a inscrit dans le livre d'or du Sénat français la gratitude des élus et du peuple malien à la France. Notre envoyé spécial nous signale que juste après, le président de l'Assemblée nationale par intérim et la délégation qui l'accompagne ont été auditionnés par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale française. Les parlementaires maliens ont répondu à plusieurs questions des députés français, des questions relatives au déploiement d'une force internationale, à l'opération Serval, à l'organisation des élections et au retour des réfugiés. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Younousi Touré, en a profité pour faire part
à ses homologues français de l'incompréhension des Maliens face à l'absence de l'armée nationale aux côtés des forces françaises à Kidal. La délégation malienne a ensuite pris part à une séance de questions-réponses des membres du gouvernement français. Makanfin Konaté nous donnera dans nos prochaines éditions les détails de toutes ces rencontres. Renforcer une stratégie commune en vue de relever les défis auxquels le Mali est confronté en matière de développement, c'est le but de la réunion de Bruxelles des ministres du développement de l'Union européenne. Initiée par le commissaire au développement de l'UE, de l'Union européenne, elle intervient après l'annonce de la reprise de la coopération avec le Mali. Le Mali était représenté donc à ce rendez-vous par son ministre des Affaires étrangères et celui des Finances qui ont présenté la situation politique et sociale du pays et exprimé les attentes du gouvernement de transition. Nous retrouverons au cours de ce journal notre correspondante sur place, Fatim Diallo. Ici, à Bamako, une mission politique de l'Organisation internationale de la francophonie a été reçue ce matin en audience par le 6e vice-président de l'Assemblée nationale, Khalifa Doumbia. La délégation est au Mali pour recueillir les préoccupations pour la mise en œuvre de la feuille de route. Nous vous proposons d'écouter Van Rossum, émissaire du secrétaire général de l'OIF. Il est au micro de Mamari Kone. Suite justement cet entretien entre le secrétaire général de l'OIF et le Premier ministre, il a été décidé d'envoyer une mission d'information et de contact. Donc nous sommes ici et nous avons donc rencontré le président et les honorables pour discuter de la situation et discuter que l'accompagnement que l'OIF peut avoir pour cette sortie de crise, notamment quant à la mise en œuvre des engagements de la feuille de route. Qu'est-ce que vous avez proposé donc à l'Assemblée nationale dans le cadre de cet accompagnement? Nous étions là pour écouter essentiellement l'Assemblée nationale, pour écouter leur point de vue sur d'abord l'état de la situation, sur les perspectives, et également ce que sur l'OIF peut faire, étant entendu que l'OIF est venu également avec une mission d'experts. L'OIF a une expérience en matière d'accompagnement du processus électoral, également en matière de consolidation de l'état de droit, en matière de démocratie, de droits de la personne, et cette mission justement pour objet de déterminer quelles pourraient être les actions de l'OIF, étant entendu que l'OIF souhaite appuyer le Mali dans cette sortie de crise et dans la mise en œuvre de la feuille de route. La MISMA appelle les citoyens à mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans leur tâche de sécurisation du pays. Le message a été donné au cours de la traditionnelle conférence hebdomadaire. L'évolution des opérations de traque des terroristes, l'absence de l'armée malienne à Kidal ont été également évoquées. Agagissa. L'autorité militaire de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, entend obtenir une parfaite adhésion des populations aux actions de mise hors état de nuire des terroristes neutralisés par l'armée malienne et ses alliés. Aidons la MISMA à nous aider en signalant tout fait suspect autour de nous, tout mouvement inhabituel dans nos quartiers, toutes les caches d'armes, de munitions, d'explosifs, de bombes, etc. Acceptons de nous soumettre au contrôle des forces de l'ordre aux différents checkpoints afin de contribuer à la sécurisation du Mali. C'est ensemble que nous pourrons bouter l'ennemi hors de notre territoire. Les opérations de sécurisation des axes stratégiques pour permettre le ravitaillement des villes reconquises sont en cours, dira l'officier. Autre temps fort de cette rencontre avec les journalistes, c'est le bilan des affrontements entre soldats tchadiens et terroristes dans l'extrême nord de Kidal. Ces combats ont malheureusement fait 24 morts et 70 blessés du côté de nos alliés tchadiens. La présence des membres du MNLA à Kidal demeure l'une des préoccupations des journalistes. Je peux vous assurer qu'au niveau de Kidal, il n'y a pas un sanctuaire là-bas, il n'y a pas une base militaire qu'on appelle MNLA ou MIA ou ça n'existe pas à Kidal. C'est vrai, on a hâte d'aller à Kidal. On sera à Kidal. Le porte-parole de la MISMA a également apprécié l'appui en logistique et en renseignement des États-Unis avant de laisser entendre que l'effectif des soldats de la MISMA dépasse aujourd'hui les 6 000 hommes répartis entre les points stratégiques du pays. À Gao, il est demandé à la population une collaboration franche avec les forces de sécurité.
Le message a été livré par la cellule d'action civilo-militaire français et malienne au cours d'une rencontre avec la population. L'objectif est de sensibiliser davantage les populations pour que la région de Gao retrouve la paix. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Massan Doumbia. Depuis ces derniers temps, les chefs militaires français et maliens se sont réunis ce lundi pour discuter du sujet avec les populations. Si chaque élu fait son travail, c'est vrai qu'ils sont dans les villages voisins, mais ce que nous ne devrons pas renier est qu'ils se sont mariés à nos sœurs, à nos filles. Il faudra qu'on les dénonce, il faut qu'on ait le courage de dénoncer. Et moi j'ai appelé mes conseillers. S'ils ne le font pas, je le dis à votre micro, je démissionne. Devant les notabilités de la cité des Askia, il a été demandé aux populations de coopérer avec les forces de sécurité. La population n'a pas d'armes, c'est nous qui avons des armes. C'est ce que j'ai dit, leur arme, ce n'est que l'information, qui nous donne des informations, qui nous renseigne. La population est toujours importante dans ce cadre-là. Après leur repli, le village de Kadji serait le fief des djihadistes. Toutes les attaques contre Gao seraient parties de ce village situé en face sur l'autre rive du fleuve Niger. Ils sont venus par un seul lieu, le bord du fleuve, le long du fleuve, par un village qui s'appelle Kadji. C'est là-bas qu'ils sont. Et à chaque fois qu'ils se préparent, qu'ils voient que ça va, ils viennent avec des pirogues, avec tout l'arsenal de guerre. Et puis ils rentrent dans les bâtiments qui ne sont pas habités, qui est la mairie, la police, tout ça. Non, complicité à l'intérieur, il n'y en a pas. S'il y a des complicités, c'est le village du périphérique de Gao. Sans paix, il n'y a pas de développement. Évitons que Gao ne sombre dans l'insécurité totale. Pour ce faire, l'implication de toutes les populations est demandée. Nous restons à Gao où une importante quantité de matériel de guerre a été saisie. Il se compose d'engins de guerre, de roquettes, de BM-21, d'explosifs, j'en passe. Ce butin de guerre est l'œuvre des forces maliennes et françaises et aussi des jeunes patriotes de la région. Envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra, Massa Doumbia. Véritable scène d'exposition de butin de guerre. Ces engins et munitions ont été en partie saisis sur l'ennemi pendant les différents combats. Aussi, les combattants du Moujao dans l'air débandante ont fui laissant derrière eux des caisses de munitions, des armes et même des bennes dans la ville, ce qui représentait un danger permanent pour les populations. Si on a des ogives qu'on peut lancer, des obus d'artillerie loin, qui n'est pas normal à être possédé par la population civile. Donc en face, ça nous donne une idée d'une armée, en fait, des organisations qui ont la capacité d'une armée, la capacité de destruction de toute une armée. Donc c'est des moyens importants de destruction et par ce qu'ils ont à leur possession. Il y a certains stocks qui sont des stocks de l'armée malienne. Et quand je dis stock de l'armée malienne, volontairement, ce n'est pas des trucs laissés sur place. Parce que comme vous le savez, en fait, l'historique est un peu de la chose. Il y a eu des défections massives aussi, avec des capacités militaires maliennes. Donc on retrouve parmi ces lots. Et au niveau de la sous-région, on a retrouvé des caisses de munitions qui provenaient d'autres pays limitrophes. Ces matériels ont été récupérés par les forces maliennes, françaises et les jeunes patriotes de Gao. Ces jeunes ont récupéré 6 roquettes de BM-21 après le départ du Moujao. Dans les lots du matériel saisi, on retrouve des obus de canons de char, des lance-roquettes anti-char, des explosifs, 2 paniers de chargement de roquettes d'hélicoptère, un mortier de 82 mm avec ces obus entre autres. Ceci est un premier lot du matériel saisi par les forces présentées à Gao, lesquelles forces continuent toujours à mener des opérations de sécurisation dans la ville de Gao. Nous poursuivons avec ce communiqué du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget qui informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM-SA intitulé Appui aux forces armées présente à la date du 22 février 2013 un solde d'1 661 533 243 francs CFA. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informer que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. Pose de la première pierre de la société minière canadienne Robex dans les communes rurales
de Ntikuna et de Fenkolo Ganadougou. C'était en présence des ministres des Mines, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme. Envoyé spécial Abdrahman Meiga. En procédant à la pose de la première pierre de la mine d'or de Nampala dans le cercle de Sikasso, le ministre des Mines donne un coup d'accélérateur à l'atteinte des objectifs de son département, à savoir faire du secteur minier le moteur de la relance économique au Mali. Ce projet dénommé Nampala SA entreprend sur ce site les travaux préalables pour une exploitation de 345 000 onces d'or, et cela pendant 10 ans, d'un coût de réalisation de 53 millions de dollars, soit plus de 26 milliards 500 millions de francs CFA. Le projet Nampala SA injectera dans l'économie locale plus de 9 milliards de francs CFA. Avec une production de 5 200 tonnes par an, une teneur moyenne de 0,70 grammes par tonne, un taux de cyanuration de 0,43 kg à la tonne et un taux de découverture de 0,55, cette mine est la moins polluante qui soit en date au Mali. La société junior canadienne Robex entreprend sur le site de 125 km² un certain nombre d'activités, notamment la construction des infrastructures d'exploitation de la mine d'or, des bureaux et des logements pour les cadres et les travailleurs chargés de la construction et de l'exploitation de la mine. Une mine dont la production annuelle est estimée à 10 tonnes d'or. Nous devons tous, ensemble, nous employer à soutenir activement la société Robex ainsi que toutes les autres compagnies minières en activité dans notre pays pour transformer tous ces travaux en cours de réalisation concrète pour le bonheur des populations locales et le développement économique, social, harmonieux de notre pays. En plus de cette production minière, Nampala SA créera prochainement 1200 emplois, dont 200 permanents, de quoi réjouir le département de l'emploi et de la formation professionnelle. Je peux vous dire toute ma satisfaction aujourd'hui de voir que les jeunes qui sont tout autour de cette mine seront utilisés et d'autres jeunes encore du Mali seront utilisés au niveau de cette mine. Nous prenons l'engagement aussi de les accompagner pour que leur insertion soit totale dans le cadre de la formation, dans le cadre du suivi. Pour gagner son pari d'entreprise citoyenne, Robex estime qu'il faut la promotion de 3 facteurs. D'abord, l'appropriation des opportunités offertes par cette activité minière au profit des populations locales. Ensuite, un bon investissement des revenus de l'activité minière. Et enfin, la consolidation de la paix et de l'entente dans l'environnement géographique de la mine. Un puits-citerne à Nélou et un micro-barrage pour le maraîchage à Messa dans le cercle de Kolokani ont été inaugurés, réalisés par le programme d'appui au développement communautaire PADEC. Ces infrastructures soulageront certainement les tâches des femmes de ces localités. Envoyés spéciaux, Mamadou Bakayoko et Adama Kamara. Les populations de Nélou, dans la commune de Sagabala, dans le cercle de Kolokani, ont désormais accès à l'eau potable pendant les 12 mois de l'année. Nélou dispose désormais d'un puits-citerne. Qu'est-ce qu'un puits-citerne? Il y a un puits sur lequel est monté un portique qui permet de puiser avec des poulies. Et à côté de ce puits, nous avons des abreuvoirs pour les animaux. Et à côté de ces abreuvoirs, nous avons aussi une aire de lavage qu'on appelle couramment le lavoir, où les femmes peuvent faire la lessive. Et cette aire de lavage, elle est munie d'un puisard pour récolter les eaux usées et assurer l'hygiène autour du point d'eau. Vrai outil de développement communautaire, le PADEC n'a pas oublié de réaliser un micro-barrage à Messa, toujours dans le cercle de Kolokani. Et la montée de la nappe phréatique va permettre de faire des puits maraîchers. Et à partir de ça, ils vont faire du maraîchage, en tout cas pour augmenter les revenus. Un tel barrage, c'est pour lutter contre la pauvreté. Que tous ensemble, nous puissions, à la fois dans le cadre des collectivités, mais aussi dans le cadre des communes et au niveau de l'Assemblée, que nous puissions mener un plaidoyer pour montrer l'impact de ce projet sur le développement au niveau de la base. Et c'est ça par là que ça commence et je pense que c'est là aussi que ça se termine. Donc moi je dirais que je suis très très satisfait aujourd'hui d'avoir fait le tour de ces différents villages. Et vous avez vu le temps qu'il faut traverser pour y aller. Mais ce n'est qu'un plaisir pour nous parce qu'à la fin, vous avez en face de vous une population qui exprime sa satisfaction. Avec ces micro-barrages, les investissements du programme d'appui au développement communautaire PADEC s'élèvent à plus de 400 millions de francs CFA dans la région de Koulikoro. Et cette nouvelle, pour poursuivre cette édition, le ministre de l'Énergie et de l'Eau était en mission à Soubré, dans le sud-ouest ivoirien,
Par cette visite, Makan Tounkara répondait à l'invitation de son homologue ivoirien pour la pose de la première pierre du barrage hydroélectrique sur le fleuve Sassandra d'un coût de 331 milliards de francs CFA. L'ouvrage, dont les travaux vont durer 56 mois, fournira à terme 275 MW de puissance, d'où son intérêt dans le cadre de l'interconnexion des réseaux électriques entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Auparavant, le ministre Tounkara a participé à Lyon, en France, au salon organisé par l'Agence de développement des entreprises en Afrique et en Europe. Renforcer une stratégie commune en vue de relever les défis auxquels le Mali est confronté en matière de développement, c'est le but de la réunion de Bruxelles des ministres du développement de l'Union européenne. Initiée par le commissaire au développement de l'Union européenne, elle intervient après l'annonce de la reprise de la coopération avec le Mali. Le Mali était représenté bien évidemment à ce rendez-vous par le ministre des Affaires étrangères et celui des Finances qui ont présenté la situation politique et sociale du Mali et exprimé les attentes du gouvernement de transition. Fatim Diallo depuis Bruxelles. Après l'annonce de la reprise de la coopération de l'Union européenne, il était opportun que les deux parties échangent leurs vues pour une approche cohérente et globale dans la gestion de l'aide de l'Union européenne en faveur du Mali. Il y a eu plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'est renforcer notre aide aux coopération, aide humanitaire, parce qu'il y a besoin qu'il faut répondre très vite. Le deuxième, pour assurer les pays membres que notre méthode proposée aussi utiliser appui budgétaire pour renforcer les capacités des gouvernements maliens pour répondre aux crises, pour répondre aux besoins est très important et nous avons les capacités des gouvernements de garder l'implémentation de feuille de route et aussi garder de tous les risques fiduciaires. Et c'est pourquoi je très apprécie la participation des ministres dans cette réunion. Et troisième, c'est pour préparer la conférence des bailleurs de fonds, parce que tous les pays membres doivent demander au Parlement encore les moyens pour soutenir Mali. La rencontre qui regroupait les ministres de la coopération des 27 États membres autour du commissaire Piebalgs a permis au ministre des Affaires étrangères et celui des Finances de faire le point de la situation économique et sociale du Mali et de faire savoir les attentes du pays. Aujourd'hui, ils avaient une réunion entre eux, 26 février, une réunion entre eux pour discuter de comment ils vont mettre en œuvre cette action, c'est-à-dire l'octroi au Mali de ces 250 millions d'euros. Et ils nous ont fait l'honneur de nous inviter, le ministre des Affaires étrangères et moi-même, pour venir exposer la situation au Mali, dire en quoi est-ce que le Mali a besoin de ces 250 millions d'euros et quelles sont les dispositions prises par nous au Mali pour prendre en charge les préoccupations qui sont celles de la Commission, mais celles aussi des populations dans les 27 pays membres de l'Union. Au cours des échanges, les ministres de la coopération des États membres de l'Union européenne ont soulevé un certain nombre de préoccupations relatives à la gouvernance, au dialogue sur la paix et la réconciliation et aux droits de l'homme. Des préoccupations auxquelles le gouvernement de transition reste très attentif. Aujourd'hui, nos collègues ministres du développement avaient un certain nombre de questions à nous poser. Ils étaient en attente d'un certain nombre d'assurances par rapport au gouvernement de transition, par rapport au processus politique et aussi par rapport à toute la technicité et l'efficacité que nous allons mettre pour l'utilisation des moyens qui vont être certainement mis à notre disposition. Les États de l'Union européenne ont également souhaité que les autorités du Mali mettent en place une stratégie pour que les actions répondent mieux aux exigences de développement. Pour nous, c'est très important de reprendre aussi rapidement que possible la coopération avec le Mali, avec l'Union européenne et aussi les autres pays partenaires qui étaient déjà là avant, pour justement sortir le pays aussi rapidement que possible de cette situation très déplorable à tous les niveaux, aussi bien politique, économique et social, pour vraiment donner tout le soutien possible à la population. La partie malienne a adhéré au principe de conditionnalité pour la moralité des dépenses et donné l'assurance que le gouvernement de transition trouvera les voies et moyens d'assurer un dialogue intra- et intercommunautaire.
Voilà l'Europe au chevet du Mali. La CEDEAO également, je vous l'annonçais en début du journal, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest étaient réunis aujourd'hui dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro. Les discussions portaient bien évidemment sur la crise malienne et aussi sur le fonctionnement de l'institution. Nos envoyés spéciaux à Abidjan, à Yamoussoukro, Tessira Dambélé et Aruna Diarra. Une minute de silence au début du sommet en hommage à tous les soldats tombés sur le champ de l'honneur dans la lutte contre le terrorisme. Le Mali est sur toutes les lèvres à ce 42e sommet de la CEDEAO. L'organisation note l'amélioration de la situation au Mali avec la libération progressive des régions nord, l'adoption d'une feuille de route, la promulgation d'un calendrier électoral à Bamako. La CEDEAO qui compte lancer un appel aux partenaires en vue de financer le déploiement des 8000 hommes de la MISMA pense déjà à l'après-guerre. Il nous faudra également nous pencher sur la transformation de la MISMA en une opération de maintien de la paix, dotée d'un mandat approprié et des capacités de soutien robustes à la hauteur du défi. L'adoption de la feuille de route et la promulgation du calendrier électoral par le gouvernement de transition permettent d'envisager légitimement la normalisation institutionnelle du pays. Mais il faudra aller plus loin vers la réconciliation et le dialogue national pour sceller définitivement la paix. La CEDEAO, qui a déjà déployé 73% de la MISMA sur le terrain, s'intéresse aux droits de l'homme dans le nord du Mali. Mais la mobilisation d'environ 298 milliards de francs CFA promis le mois dernier à Addis Abeba reste une priorité. On tire les leçons du passé et du présent pour réformer l'organisation sous-régionale. S'agissant de la lutte contre le terrorisme, notre conférence devra veiller à doter notre sous-région des instruments modernes lui permettant de mieux répondre à la menace terroriste. C'est pourquoi il est recommandé au sommet pour adoption la stratégie antiterroriste de la CEDEAO et son plan de mise en œuvre, ainsi que la déclaration politique et la position commune contre le terrorisme. C'est ainsi que de grands changements sont attendus au sein de la commission de la CEDEAO. Changements pour faire d'elle un outil opérationnel efficace, permanent et plus à l'écoute des populations. La CEDEAO a également salué l'amélioration de la situation en Guinée-Bissau où les autorités de la transition sont allées vers l'ouverture. Selon les termes du président Ouattara, la situation de ce pays doit être réévaluée et les sanctions levées. Actualité nationale, le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées en tournée dans la région de Caille a remis du riz, du sucre et des moustiquaires aux déplacés du nord à Diema. La remise a été suivie d'une rencontre avec les élus de Diema. Les échanges ont porté sur le projet du programme d'appui au développement communautaire PADEC. Le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées à Diema, qui a profité pour remettre quelques dons aux déplacés des régions du Nord dans la localité. En 5e région, Save the Children, à travers son programme humanitaire, vient d'apporter un lot de médicaments à l'hôpital Sominé Dolo de Mopti. La cérémonie de remise de médicaments a été couplée à un cadre d'information et de sensibilisation initié par le réseau des communicateurs traditionnels. Aminata Touré depuis Mopti. Cette remise de dons d'équipements médicaux à l'hôpital Sominé Dolo de Mopti du projet humanitaire de Save the Children, couplée à la caravane humanitaire de sensibilisation sur la fréquentation des services de santé dans les zones d'intervention du projet, vise de façon spécifique à répondre aux besoins sanitaires des populations et à permettre aux enfants vulnérables d'aller à l'école. Selon les estimations du Haut Conseil aux réfugiés, 90% des personnes déplacées sont hébergées dans les familles d'accueil dans les régions de Ségou, Mopti, Gao et du district de Bamako. Ce qui provoque en conséquence une grave crise humanitaire avec une forte pression sur les ressources limitées des communautés d'accueil. Pour un coût de plus de 8 millions de francs CFA, ces dons de médicaments composés entre autres de bétadine, de métronidazole, d'artéméter injectable vient à point nommé selon les responsables de l'hôpital. Nous les remercions de ce geste considérable humanitaire en les rassurant de l'utilisation judicieuse de ces dons
au bénéfice de tous les blessés de guerre, des déplacés et des enfants. Nous sommes le baromètre de la société. Et quand il y a déchirure, nous devrons être là pour trouver la solution. Et dans la recherche de cette solution, nous avons pu trouver le partenaire stratégique qui est Save the Children, qui a cru à ce que nous avons dit et qui nous a accompagnés. Pour le représentant du gouverneur Mamadou Gaussou Traoré, ce geste vient à point nommé en cette période de crise. Les caravaniers constitués des communicateurs traditionnels et des professionnels des médias effectueront des visites à domicile et animeront des séances de groupe à l'intention des personnes déplacées et de leurs familles d'accueil, entre autres. Nous sommes toujours en 5e région où le partenariat entre le Conseil régional de Mopti et le Conseil général d'Ille-et-Vilaine en France profite bien aux populations déplacées des cercles de la région et aux familles d'accueil. Elles viennent de recevoir gratuitement 60 vivres. Le compte rendu depuis Mopti de Jules Sambo Sissoko. 60 tonnes de mil gracieusement offertes aux populations déplacées des cercles de Douanza, Ténokou, Youarou et aux familles d'accueil à Mopti et Sévaré. C'est le geste de solidarité du Conseil régional de Mopti sur le financement de son partenaire, le Conseil général d'Ille-et-Vilaine en France. Je voudrais, à travers le personnel de la coopération présent à Mopti, exprimer toute ma gratitude au Conseil général d'Ille-et-Vilaine pour ce geste de solidarité à l'endroit de nos populations. Cette donation s'ajoute à un premier geste de 67 tonnes pour contribuer à améliorer le quotidien des bénéficiaires. Cela montre que le Mali est solidaire, donc tous ses fils sont solidaires. Ce qu'ils viennent de faire, c'est une manière d'atténuer nos souffrances, nos peines. Cela nous remonte beaucoup. Le partenariat fécond entre les deux conseils a été salué par le gouverneur de région qui a tenu à assister à cette cérémonie significative. Mes vifs remerciements au nom des bénéficiaires, au nom du gouvernement à Ille-et-Vilaine pour ce geste combien noble de solidarité qui s'inscrit dans une longue liste d'actions en faveur des populations de Mopti. La remise symbolique a donné le temps à toute une journée d'édition aux bénéficiaires. Pour de meilleures conditions de vie et de travail des soldats maliens, une délégation du comité militaire de la réforme des forces de défense et de sécurité vient de rencontrer au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro les différentes corporations de la 2e région. Le compte rendu de Fousseni Tunkara. Cette mission, conduite par le chef d'escadron Moussa Mantene Kamara, voulait non seulement échanger avec les différentes corporations de la région de Koulikoro sur leurs préoccupations, mais aussi les informer des mécanismes de fonctionnement du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Créée le 29 juin 2012, cette nouvelle structure dirigée par le capitaine Amadou Aya Sanogo a été investie dans la plénitude de ses prérogatives le 13 février dernier. Le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité a pour mission de participer à l'élaboration du programme de réforme des forces de défense et de sécurité en collaboration avec les ministres chargés de la défense et de la sécurité. Assurer le suivi de la mise en œuvre de ces réformes. Procéder à leur évaluation. Au cours des échanges, les participants ont évoqué des difficultés relatives au manque de moyens logistiques, de casernes et d'insuffisance de renforcement des capacités des différentes unités. À ce sujet, le chef de la délégation dit avoir pris bonne note. Nous ne manquerons pas, dès notre arrivée, de faire cette proposition pour remonter toutes les recommandations qui ont été formulées par les différents services, les différents corps acquis des droits. L'officier informe ses frères d'armes d'un certain nombre d'activités effectuées par le comité, dont la réhabilitation de 19 BTR 60, 40 engins blindés et l'acquisition de 300 armes individuelles au profit du ministère de la Défense et des anciens combattants. Auparavant, la mission avait été reçue par le gouverneur de la région de Koulikoro. À Sikasso, les femmes de la Convergence pour le développement du Mali CODEM apprennent sur les droits et devoirs des citoyens dans une démocratie. C'était au cours d'une journée d'échange dont le compte-rendu est signé ici, Sekou Konaté. Par l'organisation de cette journée d'échange à l'intention des femmes de la Convergence pour le développement du Mali de Sikasso, le parti de la Kenoué, à travers son organisation féminine, veut combler un vide au plan de la formation des militantes et militants appelés à animer les structures du parti à travers la région.
Notre parti, la CODEM, en initiant cette session de renforcement des capacités des femmes leaders de Sikasso, en connaissance et compréhension des institutions du Mali, des droits et devoirs des citoyens dans une démocratie, veut montrer sa maturité et son souci permanent de se doter d'hommes et de femmes politiquement bien formés, aptes à répondre aux exigences du jeu démocratique. La connaissance des institutions de la République, les droits et devoirs du citoyen dans une démocratie sont les thèmes développés au cours de la rencontre de Sikasso. Une démarche d'une grande importance pour le Bureau national de la CODEM. Nous savons que notre participation à la construction démocratique passe par l'émergence du leadership féminin. Nous invitons les femmes à se mobiliser en vue de la préparation des élections à venir, ce qui passe obligatoirement par la réconciliation des cœurs et des esprits au regard de la grave crise politico-sécuritaire que connaît le pays. Les délégués venus de toutes les sections de la région auront donc la charge de la démultiplication des connaissances ainsi acquises pour permettre au parti de la Kenouï d'atteindre ses objectifs prioritaires à l'orée des échéances électorales. La mise en place d'une coordination régionale des femmes CODEM de Sikasso sanctionnera la rencontre du Kénédougou. Retour à Bamako, le bureau d'études au assainissement en Afrique, ex-CREPA, et la mairie de Maxéville en France ont signé ce matin un contrat d'études visant la promotion de l'assainissement dans 3 communes du district de Bamako. Le maire de Maxéville nous parle des enjeux de cette étude. Il est au micro de Ramata Konati. Le contrat consiste à étudier concrètement comment aborder dans les communes 3, 5 et 6 de Bamako l'assainissement avec une connaissance meilleure des habitudes de vie des populations. C'est une étude qui a été déjà préparée depuis plusieurs mois et qui va commencer maintenant. Les résultats doivent aboutir à ce que la situation de l'assainissement soit meilleure dans les quartiers de Bamako. Mais certes, il y a un rôle de la mairie, mais il y a un rôle des habitants, il y a un rôle des familles, il y a un rôle des GIE. Et il faut bien définir quel est le rôle de chacun et comment il y a une complémentarité pour que ce soit efficace. Si on ne fait pas d'efforts importants pour améliorer justement la situation de l'assainissement, eh bien on coupe la possibilité d'avoir de l'eau propre à la consommation dans les années qui viennent. Donc la santé des populations, la ressource en eau pour qu'elles puissent utiliser cette eau dans leur vie quotidienne, à la fois avec une bonne qualité, à la fois en quantité suffisante, ce sont les 2 raisons qui poussent à ce qu'il y ait des investissements forts dans ce domaine de l'assainissement. Et les mairies sont partantes et nous essayons de faciliter au travers de la coopération décentralisée le travail de chacune des mairies et d'avoir les meilleurs experts pour travailler dans ces domaines-là. FESPACO 2013, le Mali est à l'honneur hier soir avec la série Les Rois du Ségou saison 2. Cette production historique est sélectionnée dans la catégorie des séries télévisées. Était présent à la projection le ministre de la Culture malien. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tchédje Kamara, Souleymane Kenza Sidibé et Modibo Soare. 3 épisodes de 26 minutes, c'est la version projetée en compétition officielle au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, édition 2013. La série intitulée Les Rois du Ségou est une mise en scène attrayante qui a vu la participation de plus de 250 comédiens et interprètes connus et anonymes du Mali. L'histoire met en scène les différents rois qui se sont succédés au trône, de Monzon Diarra à Damonzon en passant par Bina Ali et bien d'autres. Le fait d'être ici, c'est déjà un prix. Parce que pour moi, le fait de voir l'œuvre que tu as pu faire dans l'obscurité avec des comédiens et des techniciens, voir que des gens se déplacent pour venir voir la presse internationale, c'est une reconnaissance d'être présélectionné ici. Le thème central de la série est le coup du risque, les actes de bravoure, les faits d'armes. Chacun des souverains cherche la gloire et le bonheur pour son peuple, ce qui entraîne des querelles et les disputes fréquentes. Dans certains épisodes, l'amour-propre d'un prince déclenche un conflit, un drame, un complot, une guerre. Au sortir de la projection, le public et des professionnels du 7e art apprécient l'œuvre. Je trouvais qu'il y avait du rythme, il y avait de très jolis dialogues.
Il y avait un livre avec une cadence et un rythme qui sont très intéressants. Je trouve que on va vers le professionnalisme et je suis sûre que lorsque cette série est passée, elle devait concurrencer toutes les autres séries étrangères. Je suis venu pour marquer le soutien du gouvernement au cinéma malien et vous autres qui êtes là, vous assistez dans les compétitions que vous êtes en train de faire. Je crois en ce film, c'est pourquoi je suis venu assister ce soir et apporter tout mon soutien aux réalisateurs et à l'ensemble des acteurs qui y ont joué. Soutien sans faille donc du ministre de la Culture à la délégation malienne qui garde évidemment un grand espoir d'amener des prix à l'issue de cette 23e édition du FESPACO. Case des métiers, c'est le nouveau-né de Fanaday Entertainment. Ils l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse ce matin. Voyons de quoi s'agit-il exactement avec Fatoumata Kone. Case des métiers est une émission de télé-réalité produite par Fanaday Entertainment et diffusée sur les antennes de l'ERTM. Les initiateurs de l'émission ont organisé une conférence de presse ce mardi. C'était pour échanger avec la presse sur le contenu de l'émission. Il faut donner une autre philosophie à la jeunesse et leur inculquer l'amour du travail et aussi les pousser à découvrir les différents corps de métier. Parce que Case des métiers va rentrer dans les détails de chaque corps de métier auquel nous allons nous attaquer. À chaque édition, son domaine précis. Et cette première édition est axée sur l'animation. Ici, les thèmes retenus sont la présentation, le style vestimentaire, le savoir-faire et le savoir-être seront étudiés. Il y a également l'élaboration des CV et des lettres de motivation, entre autres. Nous avons décidé de nous attaquer au métier d'animation. On peut appeler ça la recherche d'un animateur. Chaque édition va porter sur un corps de métier. Maintenant, les jeunes vont s'affronter et la caméra va les suivre, montrer aussi leur assiduité dans le travail, leur esprit d'équipe, leur courage et surtout leur abnégation à gagner cette édition. Fanaday Entertainment est une agence de communication qui a lancé plusieurs émissions de télé-réalité, dont Case Sanga et Case Saramaya. Fin de course pour un braqueur de grand chemin à Kita. Il avait sur lui plusieurs documents administratifs, dont une carte professionnelle d'agent de police et une autre d'agent de douane. Le compte-rendu depuis Kita de Djigia Mohamed Fabrice. Ouf de soulagement désormais sur les populations, puisque le commandant d'armes de la place Aliou Touré, commandant la compagnie de gendarmerie de Kita et ses hommes l'ont cueilli les armes à la main. Il opérait en tenue gris avec un galon d'adjudant-chef, un sifflet et un fusil avec une carte d'identité de la douane. Et à ce niveau, il prétend être un agent de la douane au poste avancé. Et à ce titre-là, tous les appareils guinéens qui devaient rentrer au Mali, eh bien, pour se diriger sur le site d'appareil de Kéyaba, devaient se présenter à lui afin de payer une amende de présentation. Ce braqueur avait sur lui 5 téléphones portables, un fusil de chasse et cartouche, une moto Sanelli, un appareil photo, une carte d'identité nationale, une carte professionnelle d'agent de police et une autre carte professionnelle d'agent de la douane. Outre cet arsenal, il détenait des documents d'arrêté portant avancement d'échelon du personnel de police. Occasion pour le commandant de la compagnie de réitérer l'appel aux populations à collaborer avec les forces armées de sécurité pour mener à bien les missions régaliennes de protection des individus et de leurs biens. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain 10h-13h Nyanya Aliou Traoré pour les éditions du soir. Vous serez en compagnie de Amara Malé Diallo. Excellente nuit à tous.